Uh, but I will right now pass to introducing René Guittard, who is a researcher. He spent time teaching at Paris 7. He's a great expert on theory of categories. He was also a director of the Directeur de Programme, which is a special French function, of Collège International de Philosophie. And he wrote books like, for instance, La pulsation mathématique, rigueur et ambiguïté, la nature de l'activité mathématique et ce dont il s'agit d'instruire. Ou sinon, je vous donne le titre d'un autre de ces livres, c'est Évidence et étrangeté, mathématiques, psychanalyse, Descartes et Freud. Merci. Il faut l'aider à mettre la pression. Starting. Je sais pas où est le fichier. Le fichier des... Ah, il y a guitare ici, mais c'est ça? Voilà. Alors après, j'ai juste à bouger avec les flèches. Hein. Ah, un début. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Je remercie beaucoup Jana Berenkova et toute l'équipe ici pour l'invitation, et à Paris aussi Charles Aluni. Je vais profiter du fait que beaucoup de choses que je comptais développer ont déjà été abordées. Notamment, vous voyez sur cette image ici, vous avez d'un côté 1, 2, 3, 4 et de l'autre côté un segment, une grandeur. Et donc, et cette question justement du rapport entre on peut dire le dire des nombres à gauche et le voir du segment à droite, du discret, du continu, va être explicitement au centre de mon exposé. C'était d'ailleurs aussi déjà en quelque sorte au centre de l'exposé d'Evelyne Barbin quand elle a cité le fameux passage repris par David Rabouin, de passage de Grothendieck. Et donc je ne vais pas développer ça parce que ça a déjà été fort bien fait, et aussi également un petit peu dans une partie de la conférence de Fernando Zalamea. Donc tout bénéfice pour moi, je vais pouvoir continuer les choses. Alors le but de l'exposé, bon, en haut, vous avez une sorte de petit résumé provisoire pour moi-même de la philosophie du système de Badiou. Je n'y reviens pas pour l'instant. Je pense que j'y reviendrai dans la version écrite de cette conférence. Hein. De même que dans la version écrite, je donnerai toutes les références des articles mathématiques sur lesquels s'appuie à peu près tout ce que je vais dire. Bon. Donc, mon idée ici, c'est de proposer à Alain Badiou en un certain sens, la même chose que ce que lui a, je dirais, reproché Rabouin, mais pour moi c'est une proposition positive, c'est-à-dire de déplacer la question de l'ontologie jusqu'au point de l'articulation du va-et-vient entre ensemble et catégorie. Parce que cette articulation entre ensemble et catégorie, c'est la même chose que l'articulation entre le discret et le continu, ou entre le nombre et la grandeur. Donc la question, ce serait, est-ce qu'il est possible de faire ce déplacement? À quel prix? Et je veux dire à quel prix? Au regard de la philosophie d'Alain Badiou. Et c'est ça que je vais essayer de vous mettre en scène. Alors, au bout du chemin, pour moi, ce qui pourrait jouer le rôle d'ontologie, ce serait la catégorie des catégories, tout simplement. Pas plus, pas moins. Alors, il faudra évidemment, je ne vais pas le développer ici, ça, mais garder ça comme visée, comme horizon. Donc, on sait que les catégories et les ensembles, ça a souvent été discuté. L'un sert de lieu
de discussion d'un problème de fondement et l'autre d'un problème de fonctionnement du travail des mathématiciens. Et effectivement, le fondement n'est qu'un petit problème particulier. Et d'ailleurs, je crois que Alain Badiou ne se trompe pas là-dedans. Dans l'introduction de L'être et l'événement, il le dit nommément, ce n'est pas la question du fondement qui l'intéresse avec les ensembles. Avec les catégories, c'est plutôt le fonctionnement, c'est-à-dire ce que font les mathématiciens, qu'il faut analyser aussi bien dans leur pratique d'écriture, de calcul, que dans leur, je dirais, dans leur pratique de référence historique, de référence aux significations mathématiques. Voilà. Et en fait, vous avez vu avec les deux formes du discret et du continu, ce sont deux formes de l'infini, en fait. Et j'appelle ça prendre l'infini par les deux bouts. La grandeur est un des bouts et l'infini potentiel est l'autre bout. Voilà. Alors, je vais maintenant rentrer dans des détails pour expliquer mathématiquement cette question de ce va-et-vient entre ensemble et catégories. Et j'exposerai très brièvement, évidemment, sans détails techniques, deux notions. La notion d'esquisse, qui est, disons, une espèce de variante due à Charles Ehresmann de la notion de site de Grothendieck, et puis la notion d'univers algébrique, qui est une notion que j'avais introduite il y a fort longtemps, sous un nom d'ailleurs intéressant, parce que j'appelais ça des catégories cantoriennes. Bon. Et j'essaierai de montrer ce que c'est que ces univers algébriques, leur rapport et la légère différence avec les topos. Pour le dire d'une manière très informelle, si vous voulez, les univers algébriques sont au topos ce que les anneaux sont au corps. Pour ça, c'est pour les mathématiciens que je dis ça. Un corps, c'est un système algébrique dans lequel, en quelque sorte, le calcul est complètement resserré, je dirais, alors que dans un anneau, il y a plus de place, plus de mobilité. Voilà. Et ce sera cette mobilité supplémentaire dans les univers algébriques, ça sera une mobilité au plan logique. Bon. Voilà. Alors voilà le plan de l'exposé. Première partie, montée depuis rien. Deuxième partie, descente depuis un tout. Pas depuis le tout, mais depuis un tout. Comme le segment est un tout, mais ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le tout de la ligne qui se prolonge indéfiniment. Vous voyez, on fait bien la différence entre un segment et la ligne infinie. Donc je prends vraiment le mot ligne plutôt à la manière grecque, c'est-à-dire comme un segment, et ça fonctionne comme un tout, mais pas comme le tout. Donc, alors, dans la montée depuis le rien, c'est là que je vous expliquerai un peu les esquisses, et puis dans la descente depuis un tout, c'est là que je vous expliquerai un petit peu les univers algébriques. Alors, très rapidement, évidemment, vous savez qu'on a les ensembles, la logique, les opérations, les prédicats, les structures, au sens bourbakiste du terme, c'est-à-dire des ensembles équipés d'opérations et de systèmes de parties, etc., etc., etc. Et donc on arrive ensuite à constituer je dirais, des catégories de structures qui sont toujours des catégories concrètes, c'est-à-dire une structure, c'est un ensemble équipé d'opérations et de topologies, pour dire vite. Et puis, entre les structures, on a des homomorphismes, ou morphismes tout simplement, qui sont des applications entre les ensembles sous-jacents compatibles avec les structures. Bon. Alors, on fabrique de cette façon des catégories de modèles de structures. Donc, on a assez vite, ça c'est quelque chose qui fonctionne depuis un bon moment, la catégorie des ensembles d'une part, c'est-à-dire ensemble et application, et puis les diverses catégories de modèles de structure au-dessus des ensembles. Alors pour dire ce que je viens de dire, on n'a pas besoin du tout d'un modèle de Zermelo-Frankel, on a juste besoin d'une collection d'ensembles, une collection U d'ensembles, c'est-à-dire un ensemble, et puis on regarde les éléments de cet ensemble qui sont des ensembles. Donc le U ici, de ans U ou de mode U, ben en fait c'est un ensemble que j'appelle univers, mais c'est au cours du travail ensuite qu'on ajoutera des axiomes sur cet univers, des axiomes de stabilité par opération, on le remplira en quelque sorte, de même que la suite 1, 2, 3, 4, on la remplit en la poursuivant. C'est tout à fait analogue. Mais on n'a pas besoin des axiomes de l'arithmétique pour développer la liste des nombres. Vous voyez, là c'est un peu la même chose. Donc voilà, alors, on commence avec ça. Ça c'est les premières catégories qui apparaissent, des catégories de structure. Bon. Alors, à ce stade, évidemment, on se dit, bon, c'est un truc
c'est normal, qui est complètement mêlé à la théorie des ensembles. Ce qu'on va pouvoir prouver là-dedans, ce sera très ensembliste avec des preuves diverses, certes. Mais le but va être de se dégager de ces moyens initiaux de démonstration, c'est-à-dire aussi bien les ensembles que la logique. Alors on va réussir à se départir complètement de la logique. Pas tout à fait des ensembles. Pas tout à fait des ensembles parce que justement, ce qu'il faut maintenir, c'est la tension entre les ensembles et les catégories. C'est dans ce que j'annonçais au début. Voilà. Alors, en guise d'exemple concret, parce que je vais parler d'une notion qui s'appelle la forme d'un objet. La forme d'un objet. Alors, vous avez ici au tableau ce qu'on peut appeler la forme d'un carré. À droite, il y a le dessin d'un carré, 4 segments, 4 coins, avec des segments égaux, etc. Puis à gauche, vous avez en quelque sorte le mode d'assemblage, les éléments, les 4 côtés, les 4 coins, les manières dont ça se correspond. Par exemple, vous avez ici la flèche H qui envoie un point qui est tout à fait à gauche sur 2 points d'un côté, et ensuite ce côté va dans le carré, en haut. Même chose pour les autres. Alors tout ce que j'ai mis dans l'espèce de rectangle arrondi, c'est ce qu'on pourrait appeler le schéma de montage ou la forme. Et le carré va être tout simplement une espèce de recollement de ces données. En catégorie, on appelle ça une limite inductive ou recollement. Eh bien, ce que je vous montre là sur le carré, en fait, est complètement général. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir après, dans n'importe quelle catégorie abstraite, les objets peuvent toujours se décrire de cette façon. De façon qu'on va dire brièvement diagrammatique, par recollement d'éléments. Par recollement d'éléments, évidemment, vous voyez ici le carré. Si jamais j'avais mis le carré dans la zone à gauche, mon énoncé devenait trivial, parce que je l'ai déjà. Bon. Donc le jeu, ça ne va pas être seulement de pouvoir décrire un objet par recollement d'éléments, mais par recollement d'éléments plus simples, d'éléments de petites briques, si vous voulez. Voilà. Et alors, en fait, ce simple travail de description des objets par recollement, et aussi par co-recollement, la notion duale, en renversant le sens de toutes les flèches, eh bien, on va voir que ça suffit pour décrire toutes les structures mathématiques, toutes les structures du premier ordre, toutes les structures du second ordre. Et donc, on pourra se passer de la logique pour décrire les structures. Ensuite, on va voir qu'on peut se passer de la logique aussi pour démontrer des théorèmes. Bon. Alors, vous avez ici, je dis ce que c'est que la forme d'un objet. Vous avez un dessin tout en bas, une catégorie C avec un objet X dedans. C'est mon carré de tout à l'heure, le X. X, ça représente le carré. Et puis ici, j'ai d'autres objets éventuellement plus simples, Y, Z, des flèches, petit h, comme tout à l'heure. Et puis, en fait, si je me donne la catégorie C et un objet X dans C, eh bien, la description de X me permet, en quelque sorte par la relation que X entretient avec les autres objets, donc c'est évidemment une vue complètement relationnelle des choses, ça c'est clair, mais le système des relations et des relations entre les relations qui permettent d'accéder à X comme recollement d'autres objets, eh bien ce système est contenu dans cette information qui est notée C sur X, c'est ce que Grothendieck appelle la catégorie C au-dessus de X, ou la localisation de C à X, mais elle est contenue par le biais du foncteur qui inclut ou qui projette plutôt C sur X dans C. Voilà. Donc ici, vous avez la localisation C sur X, et puis le foncteur Q sur X, qui va de là à la catégorie initiale, c'est ça qu'on appelle la forme. Donc la forme, c'est la manière dont la version locale, en quelque sorte, l'information locale sur X, se plonge dans la globalité de C. Voilà. Alors, il y a la notion de forme, et évidemment, tel que j'ai écrit les choses, puisque ici, là, dans mon dessin, le X est inclus dans la forme, par l'identité de X. Là, il y a l'identité de X dans C sur X, ça veut dire que X y est. Alors évidemment, c'est pour ça que j'ai mis évidemment, l'objet X est la limite, le recollement de tout ça. Mais si je peux m'intéresser à la question de trouver dans la forme une sous-forme plus petite, comme pour le carré tout à l'heure, qui par recollement donnera toujours X.
À ce moment-là, je dirais que j'ai analysé la forme de X. Voilà. Alors, je disais qu'il y avait la forme, bon, mais il y a aussi la coforme. Alors, vous voyez, la coforme, ça consiste à faire la même chose pour le même X, mais dans la catégorie opposée, dans la catégorie où on renverse le sens des flèches, c'est-à-dire le dessin qui est tout en bas. Donc maintenant, on se trouve déjà dans une situation très étrange. Premièrement, les objets X d'une catégorie abstraite vont être mathématiquement accessibles uniquement à travers leur forme et leur coforme. Ce qui fait, on fait là d'une pierre deux coups. Premièrement, on supprime éventuellement la construction singulière de l'objet X. Si par exemple X est le modèle d'une structure, vu tout à l'heure, quand on considère la forme, on oublie complètement de quelle structure il s'agit. On n'est plus qu'avec un foncteur de forme. On n'est plus qu'avec une catégorie localisée et la forme. En ce sens-là, on peut dire que au niveau de la manipulation mathématique qu'on peut en faire, il n'existe de structure que des formes. Il n'existe que des catégories. Voilà. Et en même temps, on est dans l'idée que les objets X, on a un double accès à eux, un accès par forme et un accès par coforme. Donc il y a une espèce de dualité qui s'installe dans la manière d'appréhender les objets, d'emblée. Alors cette dualité, on va la retrouver beaucoup plus tard. C'est exactement quand on va remplacer la logique par l'algèbre homologique, eh bien ce sera la dualité entre l'homologie et la cohomologie. Donc le recollement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez le Q sur X, c'est-à-dire une forme, si vous avez maintenant un foncteur qui va de D dans C et que vous, en quelque sorte, que vous limitez la forme de X à ce qui provient de D, c'est-à-dire à D sur X, vous avez ici en diagonale exactement le dessin que j'ai fait dès le début pour le carré. Hein. Là, vous avez en D2 sur X la forme du carré, mais vraiment sans le carré. Et puis ici, là, vous allez essayer de voir si l'objet est effectivement encore le recollement de ce dessin. Voilà. On peut dire que c'est ça le problème fondamental de l'analyse d'un objet du point de vue catégorique. Alors, maintenant qu'on a compris qu'on va accéder aux objets par des données de forme coforme ou de recollement et co-recollement, eh bien, on arrive tout naturellement à une notion très simple, qui est la notion d'esquisse. Qu'est-ce que c'est une esquisse? Ben, c'est une catégorie, je vais appeler S. S, c'est l'initiale de sketch en anglais. Et dans cette esquisse, certains objets, l'objet K par exemple ici, sont munis d'un diagramme de forme, c'est-à-dire d'un diagramme dont peut-être, mais pas forcément, le K serait le recollement. Bon. Et puis aussi, on met pour d'autres objets, ou les mêmes, enfin, bon, pour certains objets, on met des diagrammes de coforme, c'est-à-dire des candidats à ce que, par recollement, ça me donne le L. Mais on ne demande pas que ce soit vrai, on ne demande pas que ce soit vraiment le recollement, c'est des candidats. Voilà. Et maintenant, c'est ça une esquisse. Donc, il y a une catégorie avec des spécifications de collage et recollage virtuels, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'une esquisse? C'est-à-dire, bon, vous savez, on a vu tout à l'heure les modèles des théories, avec théorie du premier ordre, etc. Maintenant, on va dire ce que c'est que les modèles d'une esquisse. Ben, ce sont des foncteurs, comme le foncteur qui va de S vers ans, ici, mais qui vont transformer les virtualités en réalité. C'est-à-dire, les spécifications de recollement vont devenir des vrais recollements, et les spécifications de co-recollement aussi. Et voilà. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que toutes les catégories de modèles d'une théorie du premier ordre, c'est ce que j'annonçais un peu avant, sont spécifiables de cette façon, sans logique, uniquement par des indications ou des contraintes de forme ou de conforme. Et on obtient ainsi toutes les structures usuelles, toutes les catégories de structures usuelles, les groupes, les anneaux, les corps, qui ne sont pas algébriques au sens strict, mais qui sont tout à fait esquissables, les faisceaux sur un site, et puis d'autres choses plus exotiques, comme par exemple les objets borroméens, dont je ne vous dirai rien de plus. Voilà, alors, ça c'est une première étape. On a réussi à décrire les structures en termes diagrammatiques. Hein.
uniquement par recollement. Maintenant, quand les structures sont ainsi décrites, on a des catégories de modèles beaucoup plus générales que les catégories qui viennent de la logique et des modèles de la logique. Eh bien, on a l'analyse des foncteurs entre des catégories de modèles. Ici, vous avez les modèles d'une certaine esquisse sigma, les modèles d'une certaine esquisse sigma prime. Si jamais vous avez un foncteur comme ça entre catégories de modèles, vous avez le problème fondamental en théorie des catégories pour un foncteur, c'est de savoir si on peut l'inverser de manière optimum ou de manière co-optimum. De manière optimum, c'est ce qu'on appelle un adjoint à gauche, et de manière co-optimum, c'est un adjoint à droite. Et cet inverse, que je note ici F, c'est le foncteur au départ est noté Q, eh bien, il est censé vérifier la propriété qui est mise ici avec une grosse barre, c'est-à-dire que chaque morphisme de fx vers un y' est la même chose qu'un morphisme de x vers qy'. Vous voyez, l'inversion, entre guillemets, ça se joue sur l'échange des rôles de f et q sur la première ou la deuxième variable. Et il faut que ceci soit naturel, comme on dit. Le fx est alors appelé une structure libre. Voilà. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, l'acmé, le point d'arrivée maximum de la théorie des structures au sens de l'algèbre universelle, c'est des théorèmes du genre, pour tel foncteur, il y a des structures libres. Mais, en plus, on peut les construire comme ci ou comme ça. Voilà. Et dans les années 60, 70, eh bien, il y avait un certain type de travail qui consistait, pour certaines structures et pour certains foncteurs, à essayer de construire. Montrer que les structures libres existent, en général, c'est facile, mais les construire de manière assez astucieuse qui permet après de rebondir et de faire des choses intéressantes au point de vue combinatoire. Je me rappelle d'un théorème de Pierre Cartier sur la construction de l'algèbre de Baxter libre, sur les propriétés de cette algèbre. C'est un théorème des années 71. Vous voyez, c'est le genre de choses qui se pratiquaient, je dirais. Voilà. Alors, donc, de cette façon, on peut construire les groupes libres, les faisceaux associés, les limites, les colimites. Tout ça, ça se construit en termes de foncteurs adjoints ou de structures libres. Maintenant, ces foncteurs, on a des théorèmes d'existence quand même, je reviens là-dessus, pour que ça existe, ces structures libres. Alors, si dans les esquisses, il n'y a que des contraintes de forme, de coforme, pardon, pas de contraintes de forme, c'est-à-dire des contraintes de limite inductive. Alors on dit qu'on a des esquisses algébriques dans ce cas-là. À ce moment-là, l'adjoint existe. Et là, on retrouve les théorèmes que je dis, faisceaux associés comme exemple. Bon. Mais maintenant, si, ça c'est le point important, s'il y a des deux types de contraintes, limite et colimite, recollement et recollement en même temps, est-ce que ça peut exister? Ben là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est d'ailleurs à cause de cette difficulté que Jean Benabou disait dans les années 72 que les esquisses mixtes, c'est-à-dire avec les deux types de contraintes, n'étaient pas intéressantes parce qu'on ne pouvait pas avoir de théorème de ce type. Voilà. Bon, alors, en fait, il y a un théorème, c'est un théorème que j'ai établi en 79 avec mon ami Christian Lehr, c'est le théorème du diagramme localement libre, qui dit qu'effectivement, si on essaie dans ces cas-là de construire une structure libre, ça explose, c'est-à-dire il y a des choix à faire. Là, il y a un axiome du choix qu'on va utiliser pour essayer de construire. Il y a des choix à faire et en quelque sorte, on n'arrive pas à construire une structure libre, mais on construit un petit diagramme, un ensemble de structures qui collectivement sont libres. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous faites des algèbres de termes, à part dans les théories algébriques, vous ajoutez des termes, etc. Par exemple, si vous voulez construire un corps libre sur Z, vous ne pouvez pas faire ça parce que l'axiome de corps, c'est que tout élément est zéro ou inversible. Donc si vous ajoutez à un moment donné un terme, c'est à vous de choisir si vous le rendez inversible ou si vous le rendez nul. Et suivant le choix que vous faites, dans la construction, vous allez dans une direction ou une autre. Et c'est pour ça que si je pars de l'anneau des entiers Z et que je veux construire un corps libre, eh bien, il n'y en a pas un, mais il y en a une infinité, à savoir tous les corps Z sur PZ, P premier, et le corps Q, naturellement. Et donc là, on voit qu'il y a une espèce d'explosion, et l'explosion est indiquée par la caractéristique du corps de caractéristique P ou corps de caractéristique infinie.
Eh bien, ce phénomène d'explosion est complètement général, il vaut pour toute structure mixtement esquissée, et puis on peut retrouver dans tous ces cas ce qui joue le rôle de la caractéristique des corps, c'est-à-dire une analyse de la position dans le diagramme de ce qui se passe. Voilà. Alors, si on imagine qu'un tel diagramme existe, d'après ce théorème, une fois qu'on l'a fait, on peut, dans ce diagramme qu'on appelle localement libre, inverser toutes les flèches, c'est-à-dire passer à la catégorie des fractions. À ce moment-là, on obtient un groupoïde. Bon. Eh bien, que j'appellerais le groupoïde d'ambiguïté de X. C'est-à-dire, ça décrit la manière dont il est ambigu de vouloir fabriquer une structure libre. Exemple de groupoïde d'ambiguïté, c'est d'ailleurs pour ça que je les appelle groupoïdes d'ambiguïté, bah c'est les groupes de Galois. Donc les groupes de Galois, tout ce qui joue un rôle dans l'ambiguïté dans la résolution des équations, est décrit par un groupe qu'on appelle groupe de Galois, eh bien ici on a tout à fait la même chose. Mais d'une manière générale et pour toutes les structures. Bon. Et alors, donc là je suis arrivé à la fin de la première partie, pour dire que finalement tout ce qu'on a c'est des esquisses, c'est-à-dire des théories. Alors il faudrait expliquer encore que, bon, oui, non, il n'y a pas que des théories, parce que vous regardez les modèles des théories. Oui, mais les modèles des théories sont juste des morphismes entre théories. Donc, en fait, c'est des théories relatives, en quelque sorte. Donc, en fait, on n'a vraiment que des théories comme choses à manipuler, et le théorème, entre guillemets, fondamental, non pas que ce soit un théorème mystérieux, mais il est fondamental au sens où il donne le geste fondamental qu'il faut faire, c'est le théorème du diagramme localement libre. Voilà. Alors, à ce point de l'exposé, donc je retiens que sur une base ensembliste et logique, partant d'une donnée minimale, voire du vide, on a présenté le développement ascendant de la théorie des structures. Je signale que le théorème du diagramme localement libre, pour le démontrer, vous entendez là ou j'arrête le temps? Vous n'entendez pas? J'arrête? Encore un quart d'heure encore, ça va? Non, il est moins le quart. Il est 6h moins le quart. C'est juste avant 6h. Moins le quart. Là, il est moins le quart, moi, oui. Oui, alors je disais que le théorème central de tout ça, le théorème du diagramme localement libre, sa démonstration nécessite effectivement des considérations sur la taille des catégories, une récurrence transfinie, le fait qu'il existe des cardinaux inaccessibles, enfin c'est un petit bagage de choses ensemblistes. Bien. Mais une fois qu'on a obtenu ce théorème, on peut le prendre comme point de départ pour l'exposition des théories. Et on oublie qu'on l'a démontré. D'accord ? On va dire qu'une théorie, c'est un élément de la catégorie des théories, et dans cette catégorie des théories, il y a un principe de base qui est le théorème du diagramme localement libre. Point. Qu'on prend comme axiome, en quelque sorte. Voilà. À ce moment-là, on a vraiment éliminé les choses, mais les choses qu'on veut éliminer. Alors je passe à la deuxième partie. On peut dire que là, on est monté, en quelque sorte, à partir juste des ensembles, des structures, et puis voilà. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut descendre, c'est-à-dire essayer de parler de qu'est-ce que c'est que le tout dont il faut descendre. C'est les univers algébriques. Alors, je commence avec la question de l'infini qui était sur la page de garde, c'est-à-dire 1, 2, 3, et puis le segment de l'autre côté. Et là, il y a un problème historique, évidemment, qui est le paradoxe de Zénon, le paradoxe Achille et la tortue, ou bien l'impossibilité du mouvement. Il y a plusieurs paradoxes qui se ramènent un peu les uns aux autres. Voilà. Et ce paradoxe, en fait, vous voyez, l'un, je disais tout à l'heure au début, c'est dire les chiffres, l'autre, c'est voir le mouvement. Si je fais un dessin en dessous, là, avec un triangle et un théorème de Thalès, eh bien, on a une sorte de preuve qu'on arrive au bout, n'est-ce pas? C'est à peu près évident, c'est-à-dire visible. Par contre, ce qui reste complètement problématique, c'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire, on se doute bien que, quelle que soit la manière de mettre les chiffres là-dedans, il faut un temps infini pour les dire, et là, en un clin d'œil, on a fait le parcours. Le problème est le problème entre le dire et le voir, qui ne sont pas du même ordre
du même système de pensée de l'infini. Là, on voit bien l'infini, on le voit, l'infini du segment. Mais la seule chose qu'on peut faire avec, c'est le découper. On rentre dedans. C'est ça que j'appelle descendre. On descend depuis le segment dans... Tandis que là, on sort en permanence de la liste 1, 2, 3, etc. D'accord? Eh bien, il me semble que ce problème, justement, est par nature est non résoluble et que la mathématique, d'une certaine façon, enfin, c'est peut-être pas la seule manière d'y penser, mais la mathématique consiste en quelque sorte à ruminer indéfiniment cette impossibilité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant pour moi, au lieu que ce soit les nombres et le segment, ce sera les ensembles et les catégories. Mais je ne veux donc pas qu'on ait à choisir les catégories contre les ensembles. Il faut se mettre dirais-je, dans l'entre-deux et dans la dialectique ou dans la pulsation ou va-et-vient entre les deux. Bon. Voilà. Alors, donc là, je vais passer parce que justement ça a déjà été évoqué par d'autres personnes. Grothendieck imagine que ces topos sont le lit à 2 places pour les épousailles du nombre et de la grandeur. Ça a été déjà beaucoup dit. Finalement, je l'ai encore redit. Oui. Voilà. En fait, l'idée de dualité est omniprésente tout au long de l'histoire des inventions mathématiques, et la plupart des objets inventés sont des dualités, ou bien admettent des présentations duales. D'ailleurs, dès que la théorie des catégories a été inventée, disons définie, parce qu'on avait, les premiers usages qu'on en a vraiment fait, à part l'usage initial qui était de bien exprimer ce que voulait dire naturel, ça a été pour faire des théorèmes de dualité dans les années 1950. Il y a eu des théorèmes de toutes sortes. Il me semble qu'il y en a de Cartier aussi d'ailleurs, des théorèmes de dualité à cette époque-là. Mais bon. Donc vous voyez, j'ai une dualité entre les ensembles et les catégories, entre le discret et le continu, mais maintenant ce dont je vais vous parler, c'est du côté du continu, c'est-à-dire du côté du tout, il y a une manière qui utilise aussi de la dualité pour présenter les choses. Bon. Alors, oui, là maintenant, c'est toujours 6h moins 12. Alors, la notion d'univers algébrique, je vais vous la présenter sur l'exemple de l'univers des ensembles, mais justement, après, on dégagera ça comme axiome. Alors, justement, il y a un théorème dont justement Alain Badiou s'émerveille à juste titre sans arrêt, c'est le fait que l'ensemble des parties d'un ensemble soit de cardinal plus grand que l'ensemble en question. Bon. Maintenant, moi, ce dont je m'émerveille, c'est... Ça aussi, ça m'émerveille, mais ce qui m'émerveille, c'est qu'en fait, tout ce qu'on peut faire en mathématiques se fait à partir de ce foncteur, et du foncteur produit cartésien. Voilà. Et c'est ça que j'essaie d'exprimer dans cette définition. C'est-à-dire, on construit pour chaque ensemble l'ensemble des parties, et cette construction est fonctorielle, c'est-à-dire s'étend aux applications, mais de deux façons d'ailleurs, de manière directe et de manière indirecte. Alors vous avez ici ce que je note CF, qu'on note parfois F étoile, c'est le calcul de l'image inverse par une application, et puis ensuite, un peu plus loin, vous avez PF, qui est le calcul de l'image directe par une application. Voilà. Donc on commence avec ce foncteur, ou les deux foncteurs, mais tel que je le présente ici, en fait, le deuxième est définissable à partir du premier. Bon. Ensuite, entre ce foncteur et ses itérés, ou ces foncteurs et leurs itérés, il y a des transformations. Pas forcément naturelles au départ, mais des transformations. Alors vous avez ici la transformation qui donne les atomes d'un ensemble dans l'ensemble des parties. Ici, plus loin, vous avez la négation, bien sûr, le complément. Alors ça, je n'y reviendrai pas aujourd'hui, mais on peut donner des choses plus souples qui permettent de traiter de choses non classiques. Bon. Mais surtout, j'insisterai aujourd'hui sur le fait qu'il y a ces deux transformations psi et pi. Psi et pi, c'est quoi? Ça va des parties de E dans les parties des parties de E. De PE vers PPE. Et psi, par exemple, associe à une partie X l'ensemble des parties Y qui rencontrent X. Tandis que pi associe à une partie X l'ensemble des Y contenus dans X. C'est très simple. Bon.
Alors, d'où viennent ces deux fonctions, disons, deux transformations, je le dirai tout à l'heure. Mais voilà, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce foncteur et ces transformations, eh bien, on peut les composer entre elles. On peut composer les foncteurs, composer les transformations. Et donc, on peut fabriquer ce qu'on appellera des transformations, des foncteurs structuraux, disons, des foncteurs structuraux qui sont... Alors, d'abord, on fabrique des foncteurs qui sont des composés du foncteur C, du foncteur P et du foncteur produit cartésien. Bien. On en fabrique un deuxième et éventuellement, grâce aux transformations, on fabrique des transformations entre ces foncteurs. Alors, ici, vous avez par exemple, ici, vous avez deux transformations T1 et T2 de T vers T'. Alors, on peut poser S égale le noyau de T1, T2, c'est-à-dire l'égalisation de T1 et de T2. Alors, on a un nouveau foncteur S. Ce S, j'appelle ça un foncteur structural. Ce qui est intéressant, c'est que pour fabriquer ces foncteurs structuraux, on n'a besoin que des transformations que j'ai données et que des foncteurs que j'ai donnés. Voilà. Eh bien, les structures de type S sur un objet X, c'est un élément de Sx. Hein, et le théorème qu'on a à ce moment-là, c'est que toutes les structures du premier ordre, dans un tel système, sont définies, mais aussi les topologies, les structures uniformes, enfin toutes les structures usuelles, en quelque sorte, sont définissables à l'aide de foncteurs structuraux. C'est-à-dire, je dirais, de manière équationnelle, à l'aide des données de l'univers algébrique. C'est pour ça que j'appelle algébrique l'univers algébrique. Parce que les données me permettent algébriquement de donner des équations pour tous les types de structures. Voilà. Alors maintenant, l'intérêt de ces univers algébriques, c'est les exemples. Bon, d'abord, les ensembles, évidemment, c'est avec l'exemple des ensembles que je vous l'ai décrit. Bon. Mais ensuite, si vous gardez la catégorie des ensembles comme catégorie pour l'univers algébrique, vous pouvez changer le foncteur P. Ça, c'est très important. C'est-à-dire vous pouvez modifier, en quelque sorte, sans modifier la catégorie, modifier la logique. Enfin, je vais dire pourquoi ce P est la logique. Hein. Et de la manière que j'indique ici, c'est-à-dire vous pouvez prendre P de E, ici, égale A puissance E, c'est-à-dire les fonctions de E vers A, où A est non plus 2, mais n'importe quel monoïde abélien complet. Par exemple, une algèbre de Hitting, mais pas seulement. On peut prendre l'intervalle 0,1 avec la vraie multiplication des nombres. Donc ça nous fera un univers dans lequel on va pouvoir traiter de probabilité, par exemple, enfin, de conditions au titre des probabilités. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple, les ensembles, ou bien les ensembles avec une logique, je dirais, élargie à un monoïde abélien complet. Mais cette construction, on peut la faire aussi avec n'importe quel topos. Donc un topos élémentaire, et a fortiori un topos de Grothendieck, est un univers algébrique. Bon. Mais aussi, même chose, si dans le topos, de manière interne, je dispose d'un monoïde abélien complet, je peux refaire ce que j'ai fait dans les ensembles. Donc, vous voyez que les univers algébriques, c'est pour ça que je disais que les univers algébriques sont comme les anneaux au corps. Vous voyez, parce que si je prends un topos E, je pense que c'est un corps, eh bien, quand je modifie oméga en A, c'est comme si je prenais une E algèbre A, et puis ensuite, la logique est en quelque sorte, pas démultipliée, mais divisée, je dirais. Au lieu qu'il y ait une valeur de vérité canonique, universelle, il y a tout un intermédiaire. Voilà. Alors, dernière petite remarque, d'où viennent les opérateurs PIPSI? Eh bien, en fait, je les avais introduits donc, en 1970 ou 11 à cause de mes lectures des topologues, des spécialistes de topologie des années 1950, à savoir Gustave Choquet, Ernest Michael, qui travaillaient sur la question de qu'est-ce que c'est que les relations continues entre espaces topologiques. Alors il y avait beaucoup de travaux là-dessus, et très intéressants, qui conduisaient notamment à des théorèmes absolument non triviaux sur l'axiome du choix continu dans les espaces de Banach, par exemple. Il y a des trucs remarquables là-dedans. Mais donc ces gens-là travaillaient justement à essayer de développer les mathématiques et les relations
au niveau directement des espaces topologiques, notamment les notions de relations continues et de choix continus. Voilà. Donc moi j'avais eu l'occasion de lire ça. Bon, je raconterai une autre fois pourquoi, mais surtout dans ces écrits, eh bien, il y avait ces opérateurs pi et psi. Ils n'étaient pas notés comme ça, mais ils étaient notés autrement, mais voilà. Et ça permettait, ayant une topologie sur un ensemble X, de définir, en se servant de psi ou de pi, pour faire une image en quelque sorte, pour fabriquer une image de la topologie, de mettre une topologie sur l'ensemble des parties. Alors la topologie sur l'ensemble des parties, c'est très important. Ça remonte à Vietoris et à tout un tas de gens, bien sûr. Mais la topologie, Vietoris mettait une métrique, lui. Mais la topologie sous-jacente à la métrique de Vietoris se définissait par ce procédé. Vous voyez donc, ces deux opérateurs, en fait, leur origine, je dirais, sémantique, c'est dans la pratique de topologie qu'on étend aux parties. Et alors, l'autre aspect, c'est que ces deux opérateurs, en fait, on peut les combiner entre eux, comme je fais ici, vous voyez, ici, là. Je prends pi et je prends psi au niveau suivant, au niveau PE. Ou bien je prends psi et pi au niveau suivant. J'appelle ça O comme ouvert en français et F comme fermé. Pourquoi? Parce que ces deux opérateurs-là sont des espèces d'opérateurs ouverture et fermeture universels. Universel, c'est-à-dire que si je me donne une fonction qui va ici V, qui va de E dans les parties des parties de E, qui joue le rôle d'une sorte d'association à chaque point d'un ensemble de voisinage du point, mais sans axiome, ce serait les voisinages d'un point qui seraient donnés. Eh bien, si j'applique ces opérateurs O et F à V, eh bien, j'obtiens l'opérateur d'adhérence et l'opérateur d'ouverture de l'espace topologique en question. C'est-à-dire qu'on comprend qu'en quelque sorte, cette structure pi-psi est une espèce de racine carrée double, à eux deux, des deux opérateurs de la topologie, donc ils sont éminemment topologiques comme données. Hein, voilà. Mais en même temps, c'est eux qui nous permettent d'éliminer complètement l'usage de la logique dans la description des structures. Et dernier point, je crois, c'est avec ces opérateurs P dans un univers algébrique, je peux reconstruire le travail avec les cardinaux, les ordinaux, etc. Et c'est la notion de borne. Si je suis dans un univers algébrique, prenez l'exemple des ensembles. Si je suis dans les ensembles, et que dans les ensembles, j'ai le foncteur P, eh bien, les sous-foncteurs que j'appelle B de P, j'appelle ça des bornes. Pourquoi des bornes? Parce qu'ils sont tous comme ça. Ils sont tous donnés par l'ensemble des X dans E, dont le cardinal est plus petit qu'un certain bêta, où bêta est un cardinal. Donc, la donnée de B détermine un cardinal. Mais de manière interne. Vous voyez tout à l'heure, si dans les ensembles, je ne prends plus le foncteur partie usuel, mais celui qui est associé à un A qui soit un monoïde abélien, il va y avoir beaucoup plus de bornes. Il y aura des bornes intuitionnistes, en quelque sorte, des bornes avec des indices différents. Hein. Les cardinaux sont définissables à partir de P, et voilà. Bon. Je crois que j'ai terminé. Je vérifie, voilà. Oui, j'ai fini. C'est bien, j'ai fini.